Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Pierre, Simon, Yolande, Christelle, Christine, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Et, les micros, est-ce qu'on vous entend? Oui, je pense que tout est en ordre. Alors, je vais commencer. On va arrêter la pause. Je vous reviens. Donc, on avait de la difficulté à trouver quelqu'un. Alors, je vous remercie infiniment de votre présence. On ne voit plus personne. Alors, je vous remercie infiniment de votre présence et nous allons commencer par présenter chaque conférencier venu des différents organismes. Je présente tout d'abord vous savez que Martin Boucher, qui vient de donner sa conférence, va être avec moi à l'animation, donc Isabelle Claire, et vous avez les représentants des grands organismes, tout d'abord que je vais présenter, pour la SAAC, c'est-à-dire la Société de l'assurance automobile du Québec. Tout d'abord, Madame Christelle Delage. Christelle, je vous demande de lever votre petite main, comme vous voyez. Voilà. Bonjour Christelle. Donc, Christelle Delage est conseillère en expérience client et elle est responsable de domaine d'affaires dans le projet de révision des communications écrites de la vice-présidence à l'accès sécuritaire à l'accès routier. Toujours dans le même organisme, la SAAC, Société de l'assurance automobile, nous avons Christine Côté-Dubuc. Christine, bonjour. Merci. Christine Côté-Dubuc est conseillère en amélioration continue à la direction de l'amélioration continue, elle, de la vice-présidence à l'indemnisation des accidentés. Merci d'avoir accepté de venir. Pour la CNESST, pour les gens qui ne connaissent pas la commission, il s'agit de la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Donc, pour la CNESST, j'ai Madame Yolène Morancy. Bonjour Yolène, merci. Merci. Elle est directrice générale des communications à la Direction générale des communications de la vice-présidence à l'administration et aux communications. Merci beaucoup. Et monsieur, toujours du même organisme, la CNSST, monsieur Pierre Cyr. Bonjour. Bonjour. Directeur à la direction de la planification, de la performance et de l'innovation. Donc, voilà pour les grands organismes. Et pour représenter tous les ministères du Québec, nous avons Simon Fortin. Simon, bonjour. Bonjour. Simon Fortin est directeur aux communications numériques et à l'édition pour les ministères de la Famille, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. À tous, un grand merci. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer le but de cette réunion, de cette table ronde. Nous sommes très honorés que vous ayez pris le temps de participer à ce colloque international. Nous en sommes très reconnaissantes, Véronique Rey et moi, parce qu'il est très rare de pouvoir entendre, je dirais, les coulisses des grands projets de grande envergure touchant la clarification des communications ou la révision des communications ou la clarification ou la simplification des communications. Vous êtes tous amenés depuis plusieurs années dans vos organismes et ministères à mettre en place, à réaliser des projets de simplification très importants. Vous avez accepté de venir nous parler des défis, des enjeux que représentent la planification, la réalisation et la boucle d'amélioration continue que supposent ces grands projets. Donc, je vais vous laisser commencer à tour de rôle. Je vais parler de l'ordre dans lequel nous allons présenter les différents intervenants. Je vais simplement, pour nos collègues européens,
préciser en fait que vous allez commencer par vous présenter et présenter votre organisme et présenter les projets dans lesquels vous avez fait du travail de simplification pour qu'on vous situe bien de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, dans l'ordre, on va avoir d'abord l'organisme, la SAAC, avec mesdames Christelle Delage et Christine Côté-Dubic. Ensuite, on va avoir la CNSST avec Yolène Morancy et Pierre Cyr. Et on terminera avec Simon Fortin. Et à tour de rôle, Martin Boucher et moi poserons des questions. Nous garderons bien évidemment du temps pour les questions du public à la fin de cette table ronde. Donc, 5 minutes avant la fin de la table ronde, je vous avertirai qu'il nous faudra boucler. Et les 15 dernières minutes, nous partirons des questions qui auront été posées dans le clavardage de l'application. Donc, nous remercions le public de bien vouloir poser ces questions encore une fois par l'entremise du chat ou clavardage et nous récupérerons les questions à la suite. Donc, je vous laisse la parole. Je laisse la parole à Martin Boucher pour commencer ce premier tour de table. Merci. Bon, ça me fait plaisir de vous voir. Évidemment, le gouvernement du Québec est un environnement assez vaste et j'ai la chance de prendre connaissance des projets, de ce que j'appellerais des collègues lointains, là, des organismes avec lesquels on ne collabore pas tous les jours. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous voir aujourd'hui. On veut en savoir plus sur vos projets. On veut, en fait, si vous voulez, dans un premier temps, décrire la nature de votre projet à tour de rôle. Je pense que c'est ça un peu qu'on veut introduire, Isabelle, comme première question. Puis ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans la portée du projet. Donc, est-ce qu'on initie un tour de table? Oui, on peut commencer par la SAAC avec Christelle peut-être? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Brève mise en contexte là, pour ceux qui ne connaissent pas la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, c'est un organisme qui a pour mission de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route, mais aussi de faire appliquer plusieurs lois et règlements, notamment le Code de la sécurité routière. À la Société, on administre le régime public d'assurance automobile en indemnisant les personnes qui sont accidentées de la route. On a aussi une mission de promotion de la sécurité routière, évidemment. Puis, on a vraiment tout l'aspect de gestion de l'accès au réseau routier. Moi, je travaille beaucoup dans cette vice-présidence-là, donc tout ce qui est permis de conduire, immatriculation des véhicules. Donc, nous, c'est vraiment de notre côté ce sur quoi on travaille au quotidien. Notre projet, les grandes lignes rapidement, c'est un projet de simplification des communications écrites que notre vice-présidence envoie à tous ses clients. Donc, on parle d'un volume d'envoi annuel là, de plusieurs millions de lettres à plusieurs millions aussi de personnes. Donc, c'est un gros projet de simplification qui dure depuis maintenant près de 3 ans. On en est au sprint final, là, on en est au dernier mois de ce projet-là. Merci. On continue avec Christine Côté-Dubic. Oui. Donc, de notre côté, je ne reprendrai pas ce que Christelle a dit parce que je travaille également à la Société d'assurance automobile. Mais moi, je travaille par contre dans la vice-présidence des accidentés de la route. Donc, cette vice-présidence-là, sa mission, c'est d'indemniser les gens qui ont fait des accidents, qui ont subi des accidents de la route. Donc, de notre côté, le volume d'envoi, c'est d'environ 600 000 lettres par année. Donc, l'objectif du projet, c'était de revoir la totalité des lettres qui sont envoyées à nos clients, qui sont des accidentés de la route, donc qui peuvent avoir qui ont subi un événement très dérangeant dans leur vie, qui est très déstabilisant. Donc, on a un contenu dans nos lettres qui est un petit peu spécial, qui est spécifique à cette clientèle-là. C'est un projet qui a débuté en 2016, ça fait déjà 5 ans, et nous aussi, on est sur notre sprint final. On a revu tout près de 1400 lettres de notre côté. Merci beaucoup. C'est vraiment, on voit absolument l'importance de l'envergure de vos envois qu'on n'imagine pas vraiment comme public, je dirais lambda. Merci. On va continuer avec Yolène Morancy de la CNESST.
Alors, bonjour tout le monde. Je vais introduire un petit peu au niveau de la CNSST, donc de la commission. Évidemment, on est un organisme public qui est sous la responsabilité du ministre du Travail ici au Québec. On a un conseil d'administration paritaire, donc qui représente les employeurs et les travailleurs, là, qui est là pour évidemment donner les grandes orientations. C'est à peu près aux alentours de 4800 personnes qui œuvrent dans différents sites au Québec là, pour la commission comme telle. Notre mission, évidemment, de promouvoir les droits, les obligations en matière de travail, d'en assurer le respect tant auprès des travailleurs que des employeurs. On intervient évidemment dans les domaines des normes du travail, de l'équité salariale et de la santé et sécurité du travail. Brièvement pour la commission. Le projet que je vous présente ce matin, c'est un projet qui, en somme, a connu une belle concrétisation parce que c'est la refonte du site web de la commission. Donc, une mise en ligne qui s'est faite en début d'année, en janvier de cette année. Peut-être pour ramener dans le contexte, la commission est le regroupement de 3 anciennes commissions, donc celle qui concernait les normes du travail, l'équité salariale et la santé et sécurité. Donc, ce regroupement s'est fait en 2016. À l'époque, on avait une page parapluie, donc on avait fait un arrimage par rapport à des contenus, mais il faut savoir que c'était quand même 3 cultures très différentes, avec des façons de faire qui étaient différentes. Donc, ça allait de soi qu'il fallait donc monter le projet de refonte du site pour harmoniser justement ces contenus-là, mais en fonction aussi de nos clientèles, parce que les sites qui étaient existants reflétaient beaucoup plus la structure interne. Donc, c'est un projet au niveau de la réalisation seulement, je dirais sur les 2 dernières années, de 2019 à 2021. Et je pourrais vous parler un petit peu plus longuement là, des défis, mais on parle quand même de 2000 contenus qui devaient être revus dans des centaines de pages. Et vous avez compris l'ampleur de l'organisation aussi et des secteurs avec lesquels on devait composer là, pour pouvoir réaliser ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Cyr de la même organisation. Alors moi, comme les collègues de la SAC, je ne reprendrai pas ce que Yolène a déjà dit au niveau de notre organisation. Moi, peut-être vous parler un peu plus avant du projet qui m'anime, qui est le projet de simplification, clarification de nos communications écrites. En fait, ce projet-là a été entrepris il y a maintenant 18 mois. On a franchi l'étape de procéder à un site pilote qui mettait à profit, qui mobilisait l'ensemble de nos lignes d'affaires. Donc, ce qu'on veut faire à travers ce projet-là, c'est véritablement simplifier les communications écrites qui s'adressent tant aux travailleurs victimes de lésions professionnelles, aux travailleurs qui font des représentations en matière de normes ou d'équité salariale, que les employeurs aussi qui sont en relation d'affaires avec la commission. Donc, on vise vraiment nos 2 grands bassins de clientèle par notre projet de simplification. Nos visées sont d'abord d'améliorer la compréhension de nos communications écrites qui sont, je dirais, inspirées d'une tradition administrative plus légaliste, plus administrative. Donc, une préoccupation dans notre projet qui est véritablement l'accessibilité et la compréhension que nos clientèles doivent avoir de lorsqu'on communique avec eux par écrit, pour leur permettre de satisfaire les attentes de l'organisation, satisfaire leurs besoins, se mobiliser adéquatement. Donc, comment on peut revoir nos communications pour favoriser la responsabilisation du client et en leur présentant une information qui est claire, qui est accessible, qui est non équivoque. Puis, comment on peut, nous, harmoniser justement une nouvelle vision de cette communication écrite-là qui replace au centre de la communication le destinataire, c'est-à-dire la victime de lésions professionnelles, l'employeur, le travailleur qui fait des représentations en matière de normes. Donc, c'est notre grand défi. C'est un magnifique projet. Merci beaucoup. Et maintenant, Simon Fortin. Et bonjour, comme Mme Claire le disait, effectivement, je travaille à la direction générale des communications qui dessert les ministères de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la famille. Je suis ici avec vous aujourd'hui plus sous le titre de l'enseignement supérieur. J'ai l'honneur
d'y être là plus pour présenter notre projet de migration et de réécriture des programmes d'aide financière aux études. Quand je dis migration, principalement, c'est en fait, on les transfère des sites ministériels du ministère vers la plateforme unifiée québec.ca et on profite de l'occasion pour les réécrire. C'est un grand chantier dont l'objectif est d'actualiser les contenus, évidemment, leur présentation pour les adapter à l'approche citoyenne de la plateforme québec.ca. Ça représentait au départ plus de 200 pages web, donc des très, très longues pages, pas nécessairement des 8,5 11 de fichiers Word, avec du contenu très aride, très complexe, qui touche principalement des programmes d'aide financière offertes aux étudiants, c'est-à-dire prêts et bourses pour les études à temps plein, à temps partiel, des programmes d'études de travail, des programmes des bourses, puis incluant évidemment tous les formulaires, publications, les droits de recours. Voilà. Merci Simon. Et en fait, il y aura un lien avec Martin puisque quand on parle de migration, on parle de migration avec Québec.ca. Pour ceux qui ont assisté à la conférence de Martin Boucher, vous en aurez déjà entendu parler. Donc, Martin, je te laisse poser la première question. Oui, vous avez décrit brièvement votre projet et on voudrait évidemment en savoir un peu plus. On aurait comme 3 questions particulières. Dans votre cas, la première question, c'est dans votre cas, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a motivé l'initiative dans votre direction? La deuxième question, c'est on s'intéresse à la mobilisation des secteurs communication versus des secteurs d'affaires, des services et du transactionnel, des technologies. Donc, comment se mobilisent ces 2 espaces-là chez vous? Et la troisième question, je ne peux pas m'empêcher de la poser. Ce n'est pas une question tendancieuse, c'est vraiment une question d'intérêt. Est-ce que la cohérence à l'échelle gouvernementale de l'information et des transactions a été un sujet de discussion dans votre projet? Est-ce que ça a été considéré? Et, donc, moi, je suis curieux d'en entendre parler. Donc, on va recommencer notre tour de table en répondant à ces 3 questions-là. Donc, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Comment se mobilisent les équipes? Et est-ce que la cohérence gouvernementale a joué un peu ou a un rôle particulier dans votre projet? Christelle? Oui, nous, en fait, l'élément déclencheur, ça a été que la société est en train de revoir tous ses systèmes informatiques. Donc, c'est un chantier de plusieurs millions de dollars. Évidemment que il fallait mettre des lettres dans ce système informatique-là qui est nouveau. Alors, tant qu'à mettre des lettres, on va en mettre des lettres qui sont belles, qui sont améliorées, parce que, en toute honnêteté, nous, du côté de notre vice-présidence, le travail en silo, c'est un irritant majeur, disons-le comme ça. Pour vous donner un bon exemple, nous, on a de notre côté tout ce qui est permis de conduire, immatriculation des véhicules. C'était pas rare que 2 lettres partent dans la même journée pour le même client, des lettres qui peuvent se contredire, qui n'arrivent pas dans le bon ordre chez le client. Donc, vous imaginez la confusion, là, c'est vraiment, c'était nécessaire pour nous là, de faire des travaux à ce niveau-là. Donc, on est parti de quand même 2500 modèles de lettres. On en a laissé de côté plusieurs qui étaient plus utilisés. Par contre, on en a fusionné beaucoup parce que nous, les lettres, c'est des modèles en fait qu'on a réécrits. Et par exemple, un modèle pourrait générer 5 lettres différentes. Donc, les rédacteurs devaient prévoir tous les cas possibles pour que la lettre, le modèle de lettre, plutôt une fois qui va être dans le système informatique, le système va être capable en fait d'aller chercher tous les paragraphes pour constituer la lettre selon le dossier du client. Donc, vous imaginez l'exercice, c'était d'une difficulté incroyable. Il faut que tout ça s'emboîte bien aussi à la fin. Puis, ce n'est pas parce que nous, on est dans un contexte transactionnel qu'il faut négliger la qualité de la communication. On n'a pas une proximité comme Christine peut avoir avec les clients de sa vice-présidence, mais quand même,
C'est important là, que la communication soit claire, surtout que nous, souvent, ça va être une communication qui est envoyée au client pour qu'il effectue une démarche. Pour qu'il réalise certaines étapes, par exemple, pour ne pas perdre son permis de conduire. On parle d'un contexte parfois difficile, là, médical, quelqu'un qui pourrait perdre son permis de conduire en raison d'une condition particulière, une personne qui a été prise pour alcool au volant, qui a perdu son permis. Fait que les contextes sont parfois difficiles. Donc, justement, dans ces contextes-là, c'est important d'avoir des communications qui sont claires, qui sont bienveillantes aussi. Peu importe la situation du client, c'est important qu'on soit compréhensif, qu'on l'aide, qu'on l'accompagne. Donc, tout ça pour dire 1200 lettres au total à réécrire. Beaucoup de personnes impliquées dans cet exercice-là, des visions différentes parfois, tout ça à concilier dans le but d'éliminer le travail en silo. Vous voyez, je vous l'amène un petit peu pêle-mêle, mais c'était notre réalité de projet, là, toutes sortes de choses avec lesquelles on devait concilier chaque jour. Là. Je me permets une sous-question. Oui. Vous avez dit que l'élément déclencheur, c'était la rénovation d'un système informatique. Est-ce que vous avez eu à prendre votre place dans ce projet-là ou on a cogné à votre porte pour vous dire, là, vous allez vous impliquer? On a eu à prendre notre place. C'était un exercice, en toute honnêteté, qui a été très difficile parce que bien que le projet de révision des communications écrites soit un projet de plusieurs millions de dollars, ben c'est quelques millions de dollars dans quelques millions de dollars pour un projet informatique. Fait qu'on a eu vraiment à faire notre place. Puis, les gens qui font les systèmes informatiques le font dans un esprit qui n'est pas communicationnel, là, dans le sens qu'eux, ils n'ont pas cette préoccupation-là des lettres, du contenu des lettres. Donc, il fallait sensibiliser ces gens-là. À chaque fois, ça a été un exercice à répéter. Nous, on arrive avec des lettres qui sont beaucoup plus complexes à programmer. Donc, ça demande des efforts supplémentaires qui n'étaient pas nécessairement prévus. Donc, vous imaginez les discussions qui ont pu avoir lieu pendant plusieurs mois. Là, je pense on a un bon rythme de croisière, puis les gens ont adhéré à tout ça, mais ça a été très difficile, effectivement. Donc, en plus de la difficulté liée à la rédaction, la révision des contenus, vous avez dû composer avec ces collaborations-là, les établir, puis là, ben, vous avez atteint une vitesse de croisière, c'est bien. Oui. Puis l'élément cohérence gouvernementale, est-ce que ça a joué ou vous étiez trop occupé dans votre projet très spécifique? Malheureusement, c'est la réponse plate dans mon cas. C'est pas de réponse plate. Il faut dire que justement, nous, le projet est arrivé, puis la fenêtre d'opportunité pour le réaliser était très, très petite. Donc, il fallait se concentrer sur vraiment le contenu des lettres. Donc, tout ce qui est publication, formulaire, ça a été mis de côté. Mise à jour du site Web, en conséquence des lettres aussi, ça va devoir être pensé dans l'après-projet. Merci. On passe à Christine. C'est ça. Oui. De notre côté, c'est qui a donné le go un peu à ce projet-là, ce qui l'a initié. C'est vraiment le fait que notre vice-présidente, il y a quelqu'un dans sa famille qui a subi, quelqu'un de proche, qui a subi un accident d'automobile grave, qui a été gravement blessé. Donc, elle a dû passer par le processus d'indemnisation chez nous. Et donc, elle a reçu diverses lettres que notre vice-présidence envoie. Après cette expérience-là, il allait de soi qu'il fallait revoir les lettres parce qu'on avait un langage très médical, très juridique, très fermé, peu accessible. Donc, pour elle, étant donné aussi que nous avons dans notre plan stratégique l'objectif de l'expérience client à mettre toujours de l'avant, ça allait de soi qu'il fallait faire ce projet-là. Donc, c'est ce qui a initié le projet, un projet qui a débuté, comme je le disais, en 2016.
on parlait, on avait 3500 modèles de lettres. On en a mis beaucoup de côté parce qu'ils ne sont pas utilisés non plus. On a fait le ménage et on a révisé plus de 1400 lettres. Un projet de 5 ans parce qu'on était peu de rédacteurs. On n'a pas fait affaire avec des gens de l'externe. C'est nous-mêmes qui l'avons fait avec la collaboration des spécialistes de contenu, des avocats et tout, là. Donc, c'est un projet de grande ampleur. Et l'objectif principal, nous, c'était d'inclure dans nos lettres, il fallait les simplifier, les vulgariser, évidemment, mais en utilisant des principes de rédaction qui avaient été préétablis, des orientations d'écriture qui ont été établies en atelier avec des spécialistes de contenu. Et toujours de mettre le client au centre de la communication. Donc, on avait quand même des grandes lignes à suivre qui étaient très claires, très définies. Ce qui m'amène à dire que moi aussi, j'ai une réponse plate au niveau de la cohérence avec l'informationnel. Non, on a décidé que pour l'instant, c'est quelque chose qui était exclu du mandat parce que juste de faire la refonte des lettres, des 1400 lettres, c'est énorme et il fallait restreindre la portée du mandat parce que sinon, on pourrait ne jamais finir. Parce que oui, il y a le site web, mais oui, il y a les dépliants, il y a les formulaires et ainsi de suite. Et là, j'en perds mon souffle juste à vous le dire parce que juste 1400 lettres sur 5 ans, c'est énorme. Donc, j'espère une phase 2, mais pour l'instant, non. Est-ce qu'il est permis de penser que votre mobilisation, votre collaboration à l'interne, c'était davantage votre groupe avec le service juridique, par exemple? Est-ce que ça a été l'essentiel de vos collaborations, vos discussions? Non, pas du tout. Je ne dirais pas ça. Ça a été vraiment équilibré. On a vraiment fait participer tout le monde, que ce soit des gens qui s'occupent plus du système, les gens de la formation, même les agents d'indemnisation, les gens qui parlent avec le client, on les a vraiment fait beaucoup participer parce que c'est eux qui créent la relation avec le client. Donc, on voulait savoir c'est quoi les termes qu'ils utilisent, qu'est-ce que le client il pense dans cette situation-là, comment il se sent. On a tout intégré ça. Et il faut savoir que nous, un des plus gros enjeux, ça faisait partie de nos principes de rédaction, de remplacer l'utilisation du « nous » par l'utilisation du « je » pour aider à créer la relation de confiance qu'on voulait avoir entre l'agent d'indemnisation et le client. Et ça a été le plus gros enjeu. Donc, c'est pour ça qu'on est allé beaucoup chercher les gens du terrain, comme on peut dire, les gens qui ont le contact avec le client, mais on a mis dans la boucle tout le monde. Et c'est ça qui a été le plus gros défi, je dirais, mais qui a été le plus pertinent aussi. T'sais. Donc, voilà. Très bien, merci. On va y aller avec Yolène. Oui. Yolène, on ne vous entend pas. Bon, je recommence. Voilà, mon micro est activé? Oui. Bon, oui. OK. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, nous, c'est le projet de refonte du site web. Je vais revenir un petit peu dans le passé. Comme je le disais, il y a eu une fusion au niveau de 3 commissions au Québec, 3 commissions importantes, au niveau des normes, de l'équité salariale et de la santé et sécurité au travail. Donc, il était impératif pour nous, c'est nous, à la Direction générale des communications, qui gérons ce site. Il était devenu impératif pour nous de pouvoir répondre aux besoins des clientèles parce que les anciens sites étaient calqués plus sur la structure administrative. Donc, c'était un langage qui était inaccessible pour les gens s'y perdaient. Et il faut dire aussi que le vocabulaire entre les 3 commissions n'était pas le même. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un travailleur, d'une personne salariée ou d'un salarié, déjà, on avait 3 dimensions pour parler de la même personne. Donc, il y a eu beaucoup de travaux aussi au niveau de la simplification, mais aussi d'aller chercher l'aval pour pouvoir aller de l'avant dans un vocabulaire là, qui serait partagé. Et évidemment, c'est un changement de culture. Hein. C'est un changement qu'on doit aussi descendre dans les organisations, dans des équipes qui œuvrent avec ces entités-là. Donc, au niveau du projet, bien que la réalisation ait été de 2019 à 2021, évidemment, il y a des étapes préalables. Donc, plan d'affaires, approbation par l'ECA au niveau des dépenses, etc. Le projet, évidemment, comme je le mentionnais aussi, c'était 2000 contenus. Ce qui est important pour nous, c'était vraiment de simplifier, de vulgariser et puis d'y aller avec une architecture qui allait être validée par nos clientèles.
Donc, il y a eu beaucoup d'étapes, j'en parlerai un petit peu plus tard lorsqu'on sera dans cette partie-là, mais il y a eu énormément de consultations aussi qui s'est fait. Donc, l'élément déclencheur pour nous, il faut savoir que quand on est en communication, l'important pour nous, c'est de bien communiquer. Donc, c'est sûr que le projet, on l'a porté. Mais on s'est associé avec l'ensemble de l'organisation aussi. On a fait beaucoup de représentations. On a eu beaucoup de rencontres, je dirais une cinquantaine dans les deux ans de la réalisation, pour amener ce changement aussi. Parce qu'on a travaillé avec tous les secteurs de l'organisation. On a constitué une structure qui nous a permis d'avoir des personnes ressources au sein de ces secteurs-là pour descendre vers des spécialistes de contenu aussi. Comment on a mobilisé les secteurs d'affaires? Bien évidemment, dans la structure du projet, on associe tous les secteurs, mais aussi les dirigeants des secteurs. Donc, il y avait un comité directeur de toutes les directions générales qui a été mobilisé aussi. On les a, évidemment, les secteurs d'affaires mis à contribution, donc avec les représentants. Et au plan technologique, évidemment, ils étaient associés. Ils ont travaillé avec nous de très près sur le projet, particulièrement pour le volet technologie au niveau des CMS utilisés, etc. Donc, cette partie-là était importante, mais aussi, c'est un projet qui est collectif. On avait besoin de tous les joueurs au sein de la CNSST pour réaliser le projet. Évidemment, le changement de culture amène de la réticence. On a fait énormément de rencontres, mais aussi on a eu beaucoup de plans d'accompagnement, de plans de formation. On s'est basé aussi sur nos centres de relations avec la clientèle, qui, eux, reçoivent quotidiennement des appels de la clientèle. Donc, on a mis à contribution tout ce qui était des ressources et de l'information qui nous permettait aussi de pouvoir avancer dans ce projet-là, tout en mettant aussi à contribution des clientèles. Au niveau de la cohérence gouvernementale dans notre projet, effectivement, nous, c'est très lié à la CNSST. Donc, n'empêche, je pourrais vous dire qu'on a regardé quand même les bonnes pratiques. Donc, Québec.ca, on a regardé aussi Retraite Québec, Revenu Québec, la SAC. Et c'est une collaboration qui est quand même déjà acquise au sein de la communauté gouvernementale. Les gens peuvent vraiment être de conseiller et de voir un petit peu les pratiques qu'ils ont mis en œuvre. Mais donc, le mandat pour les 2000 contenus, avec une organisation qui était axée vers une information qui était plus en push plutôt que d'accueillir la façon dont le client veut venir chercher l'information, était importante pour nous de faire ces transferts-là aussi. Et le site web, il faut le dire pour toute organisation, ça demeure un outil central de communication. Donc, il est important que nos clientèles puissent y trouver, évidemment, tout ce qui est pour notre part, ce sont ses droits et ses obligations, mais aussi par le site web, on valorise aussi l'ensemble des services, dont les services numériques aussi. Donc, en somme, c'est un petit peu l'entonnoir de l'ensemble des services. Le client, lui, ne fait pas la distinction lorsqu'il vient chez nous entre le transactionnel et l'informationnel, bien que nous, notre volet est informationnel. Mais on continue de contribuer dans différents projets, justement pour que cette vulgarisation, cette simplification-là des communications soit présente dans toutes les refontes et tous les projets là, de mise en œuvre et de nouvelles façons de faire là, au sein de la commission. Parce qu'on parle quand même, on a aussi 150 services transactionnels, donc c'est important aussi que ceux-ci aussi répondent à leurs besoins. Très bien, merci. Monsieur Cyr. De notre côté, ce qui est venu beaucoup justifier le projet, c'est un positionnement d'organisation par rapport au fait de prendre le virage de l'expérience client puis de véritablement repositionner notre client au centre de nos orientations d'affaires, au centre de nos travaux, dont les travaux de clarification et de simplification des communications. Je vous dirais que l'élément de fond, c'était aussi le fait que du côté de notre centre de relations clientèle, on observait que nos lettres généraient parfois plus de questions qu'elles amenaient une information constructive aux travailleuses, travailleurs, aux employeurs. Donc, on avait vraiment un input client qui nous disait, écoutez, c'est pas tout à fait à point. Il y a un écart entre ce que vous voulez nous communiquer et ce qu'on comprend. Donc, il y avait pour nous un élément de levier important qui nous a amené à positionner notre projet de simplification dans notre planification stratégique. Pour mobiliser les secteurs, je vous dirais, le site pilote qu'on vient de terminer, ou le projet pilote qu'on vient de terminer, est venu mobiliser chacune des lignes d'affaires.
Donc, c'est venu faire un premier tour de roue pour permettre aux gens de s'approprier les principes. Ça nous a permis de comprendre les résistances et les enjeux des différents acteurs, qu'ils soient représentants des lignes d'affaires ou qu'ils soient gardiens d'une certaine des pratiques rédactionnelles, comme par exemple, on peut penser à nos services juridiques, par exemple. Donc, déjà, le projet pilote est venu comme nous jeter les bases de ce qu'on allait faire avec les différentes lignes d'affaires, est venu apporter une sensibilisation, est venu apporter une première mobilisation des gens qui étaient généralement impliqués dans la rédaction des communications écrites avec nos clientèles. Donc, ça a été extrêmement porteur de faire ce pilote-là pour justement nous instrumenter aussi, nous permettre de comprendre tous les enjeux organisationnels qu'il y avait autour de notre projet, mais en même temps, venir jeter les bases en matière rédactionnelle de ce qu'on allait faire en entrant de plein pied dans la refonte des lettres. Parce que nous, le projet est quand même considérable. On parle de refonte au-delà de 300 lettres qui représentent 80% des communications qu'on a avec notre clientèle. Et on parle ici de millions de lettres qui sont annuellement envoyées aux différentes clientèles par les différentes lignes d'affaires. Donc, le projet pilote est terminé. On s'appuie maintenant sur les travaux et les enseignements qu'on en a tirés pour pouvoir avancer avec chacune des lignes d'affaires. Comment on a pris, je vous dirais, notre gros volet de positionnement gouvernemental tient vraiment à notre volonté d'opérationnaliser, d'actualiser le concept d'expérience client à travers nos pratiques et nos façons de faire. Je dois avouer, comme les collègues, qu'on ne s'est pas attardé à l'aspect intégration des communications gouvernementales au sens strict du terme, mais on a une volonté ou une préoccupation d'harmonisation qui recoupe notamment les travaux que Yolène a menés au niveau de la refonte du site Internet. Donc, on est beaucoup à tourner vers l'harmonisation de nos communications, vers le développement d'une image commune communicationnelle au niveau de l'écrit. Et ça, je pense que c'est un défi, ça va être notre défi des prochaines années. Merci. On termine avec Simon. Je devine déjà la réponse à la question 3, mais vas-y, Simon. Je vois le temps filer, donc je vais me permettre d'être assez concis. Tu me questionneras si tu veux des précisions. Ça va. D'où vient l'initiative? En ce qui nous concerne, c'est principalement afin de répondre à un objectif, mais aussi à des attentes. L'objectif, car le projet de réécriture s'imposait un peu de lui-même suite à des constats organisationnels, c'est-à-dire déjà auparavant, la Direction générale des communications avait été interpellée par le secteur des affaires pour mettre en valeur le programme d'aide financière aux études. Les programmes en question gouvernementaux étaient en concurrence directe avec les institutions financières qui ont des bons taux d'intérêt, par exemple. Et bien évidemment, des actions de communication s'avéraient utiles. Pour identifier ces actions-là, les premières choses qu'on a fait, c'est on a fait des premières analyses avec des sondages qui ont mis en évidence la complexité des démarches, qui a le vocabulaire très administratif. Je crois que c'est Christelle et Yolène qui mentionnaient souvent les administrations ont la fâcheuse tendance à écrire en langage administratif, puis en fonction de leurs besoins, mais alors que ce qu'on souhaite, c'est plus répondre aux besoins du client ou l'utilisateur. Donc, voilà, le langage était très aride, très lourd, un peu rebutant même. Puis aussi, dernièrement, peut-être les appels à la clientèle, aux renseignements généraux qui se multipliaient, puis on colligeait les commentaires reçus qui allaient un peu dans le même sens. Donc, il y avait aussi, bon, je vous disais objectif, mais les attentes, parce qu'au même moment, bien, Martin, tu es en mesure de le confirmer, il y avait les attentes justement de regrouper des éléments à valeur ajoutée sur la plateforme québec.ca, souvent des sections qui étaient intéressantes afin d'offrir une belle visibilité. Donc, nous, on avait été approchés par votre équipe pour cibler des contenus et les intégrer dans la plateforme. Ça représentait évidemment une valeur ajoutée, je vous dirais, c'était assez gagnant-gagnant. Québec.ca, du même coup, se retrouvait avec une section qui, pour nous, était très consultée. Puis pour nous, ça nous offrait une belle visibilité. À propos du volet affaires puis transactionnel, je vous dirais que pour nous aussi, en fait, les astres se sont un peu alignés
d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en parallèle, les secteurs de contenu travaillaient à revoir aussi avec les secteurs, les responsables informatiques qui sont responsables du volet des formulaires, puis du volet transactionnel, à la révision un peu des systèmes. Donc, l'occasion a été très bonne afin de justement d'asseoir tout le monde autour de la table, puis de s'assurer de la cohérence. Tout à l'heure, je pense que c'est Yolène qui parlait de l'idée que lorsque l'utilisateur passe de l'informationnel au transactionnel, qu'il ne sente pas la différence, que tout soit fluide, bien, ça le fait partie un peu du travail puis de notre défi de s'en assurer, autant sur le plan de la forme que du contenu. J'y reviendrai un peu plus tard, mais de l'utilisation des mêmes terminologies, puis du même niveau de langage. En somme, c'est ça. Eh bien, le temps file, effectivement. On va y aller très rapidement. Puis là, on va procéder par l'ordre inverse, juste pour changer un peu le rythme. Très brièvement, 2 questions très rapides à tout le monde. Il y a des gens qui ont déjà apporté des éléments de réponse, mais combien de personnes ont été impliquées dans votre projet? Puis l'autre question, je pense que c'est Christine qui en a parlé. Est-ce que vous avez eu recours à des ressources externes? Donc, rapidement, on va commencer par toi, Simon. Nous, évidemment, pour le volet informationnel, du moins, j'exclus le volet transactionnel, on parle d'une quinzaine de personnes. Principalement, bon, évidemment, un chargé de projet à la Direction générale des communications. On parle des gestionnaires qui sont impliqués, contenu, moi-même, des professionnels des secteurs. On parle de 2 personnes, les préposés au renseignement qui ont été mis à contribution. Puis, à propos des ressources externes, évidemment, la majorité du projet a été fait à l'interne, mais je vous dirais, on a effectivement eu recours pour collaborer à la rédaction, avoir une vision externe. Ça nous a permis, entre autres, là, d'avoir un œil externe, mais de proposer aussi certaines solutions rédactionnelles qu'on a travaillé avec eux. Là. Puis, très bien. Merci, M. Cyr. De notre côté, je vous dirais, c'est à peu près une vingtaine de personnes par ligne d'affaires, parce qu'on mobilise la ligne d'affaires, les gestionnaires, les professionnels, nous-mêmes, on mobilise nos intervenants. Donc, il y a toujours 15 à 20 personnes qui sont mobilisées autour d'une ligne d'affaires. Oui, on a fait affaire avec une firme externe, avec le groupe Rédigier pour venir soutenir la démarche, venir supporter la démarche de rédaction, puis amener cette crédibilité-là aussi d'un regard externe là, par rapport à la qualité de nos communications, par rapport aux pratiques gagnantes, aux meilleures pratiques qu'on peut mettre en place. Merci. Mme Morancy? Pour nous, on parle, je vais quand même donner une petite distinction. On avait une équipe dédiée. On a 5 personnes de la Direction générale des communications. On avait aussi 3 personnes des technologies de l'information qui nous appuyaient. Au niveau des lignes d'affaires, on avait 15 personnes qui étaient nos personnes ressources qui, elles, se référaient et nous amenaient à collaborer avec une centaine de spécialistes. Et là, je parle seulement au niveau rédactionnel. On a eu recours, oui, à des firmes externes. On a eu 2 firmes, une firme en rédaction. On a eu de 3 à 5 rédacteurs qui nous ont appuyés dans le cadre du projet, là, selon les besoins au moment opportun. Et pour ce qui est du volet technologique, il y avait 2 personnes là, qui travaillaient, un chargé de projet et un développeur. Fait que ça donne un petit peu l'aperçu de l'équipe. Merci, Mme Côté-Dubuc. Je vais commencer par la deuxième question. Nous, on n'a pas pris des gens de l'externe, donc je suis en train de me demander si on n'était pas un peu fou, mais à voir ce que tout le monde dit. Mais nous, on était 4 rédacteurs divisés en 2 équipes, mais on a impliqué plus de 110 personnes au total tout au long des 5 années, parce que le projet était divisé en 12 blocs qui représentent des sujets de lettres. Et à chaque bloc, on allait voir toutes les personnes, les spécialistes de contenu. Puis, tu sais, on faisait des validations avec eux autres, mais aussi avec tout ce qui est le volet avocat, le volet couverture d'assurance, tous ces gens-là, la formation, tout le monde a été mis à contribution. Et évidemment, on avait la correction linguistique qu'on peut faire à l'interne chez nous, on a cette chance-là, la traduction, les tests dans le système, l'implantation et tout ça. Donc, tu sais, au total, on était 4 rédacteurs, mais on a été épaulés par 110 personnes à peu près. C'est beaucoup de gestion, mais ça l'aide à la gestion du changement, par contre. Très bien. On termine avec Mme Delage.
De notre côté, un total d'environ 75 personnes, une quinzaine, vingtaine de mémoires là, de rédacteurs du groupe rédigé de l'Université Laval là, qui nous ont apporté l'expertise que nous, on n'avait pas à l'interne là, en termes de simplification des communications. Puis sinon, là, à part ça, des avocats, des experts de contenu à l'interne. Traducteurs et compagnie. Là, donc, c'est ça, 75 personnes environ au total. Je pense que ce qui est déjà frappant là, dans vos projets, c'est un peu les mêmes enjeux à peu près qui reviennent, des enjeux qui sont multiples au-delà de la discipline même de la rédaction. Des projets très complexes qui impliquent beaucoup de collaboration. Donc, c'est déjà intéressant. On a l'impression de vivre ça un peu dans notre coin, vivre à peu près la même chose, les mêmes problèmes. Ça fait du bien, je trouve, de vous entendre parler de vos réalités. Donc, je passe la parole à Isabelle pour la suite Merci, des Martin. questions. Comme on en a parlé entre nous hier en préparation de cette table ronde d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on voulait s'assurer d'avoir du temps pour parler des leçons à tirer de l'expérience. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on arrive tout de suite à ce bloc de questions qui concerne vraiment les leçons à tirer de l'expérience. Et si, à travers ces questions-là, vous pouvez glisser des choses sur la boucle d'amélioration continue, l'assurance qualité, les tests utilisateurs éventuellement, n'hésitez pas, vous aviez les questions sous les yeux. Donc, je répète pour l'ensemble du public les questions qui étaient proposées dans ce bloc-là. C'était quelles sont vos plus grandes réussites? Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Quelles sont les plus grandes qualités qu'il faut avoir pour mener un tel programme? Quelles sont les compétences, les habiletés à posséder, etc. Et quels sont les principaux défis, enjeux de gouvernance? Alors, justement là-dessus, comment est-ce qu'on fait pour rallier les personnes? Comment est-ce qu'on réussit à diminuer la résistance au changement, etc. Et pour terminer ce bloc-là, alors allez-y dans l'ordre que vous voulez, comme vous le sentez, mais on terminerait avec quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, demain matin, un nouveau ministère, un nouvel organisme, quelqu'un qui voudrait se lancer dans une telle réparation d'envergure? On ne parle pas de faire 2 ou 3 lettres, on parle chaque fois de centaines de lettres et d'impliquer 15, 20, 30, 100 personnes pour être en mesure de faire tout le travail de réécriture. Donc, je sais que dans les questions qui se posent déjà maintenant dans le chat, on voit que les gens ont beaucoup de questions sur l'écriture elle-même, les principes de rédaction, les principes d'accessibilité pour des personnes qui ont certaines fragilités ou vulnérabilités. Donc, voilà, il y a tout ça. Mais donc, pour tout de suite, restons autour de la gouvernance. Donc, les grandes réussites, les grandes difficultés, les conseils à donner. Alors, je ne sais pas si on veut peut-être reprendre avec Christelle. Oui. Vous allez voir que l'aspect humain va teinter plusieurs de mes réponses dans ce bloc-là, parce que honnêtement, la plus grande réussite, je pense, c'est tout simplement de voir la ligne d'arrivée de ce projet-là, d'avoir réussi à terminer ce projet en un seul morceau ou presque. Je vous dirais que c'est une grande réussite en soi parce que ça a été excessivement difficile en toute honnêteté. Les embûches ont été nombreuses. La pression était énorme parce que le temps était très restreint. On aurait eu plusieurs raisons d'abandonner, honnêtement. Mais je pense que tout le monde était animé par ce désir-là de livrer un produit de qualité parce qu'on sait que le legs ces lettres-là sont un legs d'une grande valeur. Puis je le dis en toute humilité, mais je pense sincèrement que ces lettres-là vont avoir un impact positif dans la vie de plusieurs de nos clients. Il y en a plusieurs qui ont des difficultés de lecture, par exemple. Donc, de recevoir une lettre qui est claire, que les démarches sont bien expliquées, qui a un ton rassurant, ben, dans un contexte qui peut être difficile, comme je l'évoquais tantôt, là, problème médical, entre autres, ben, c'est rassurant pour les clients. Puis je pense que ça va faire une belle différence. Donc, d'avoir réussi à mener ce projet-là jusqu'au bout, c'est vraiment une grande réussite. Du côté des difficultés, ben, il y a eu les contraintes informatiques, ça c'est évident parce que
nos 2 projets n'étaient pas nécessairement bien arrimés au début. Là, on parle du projet de réécriture des lettres, puis le projet de refonte des systèmes informatiques. Donc ça a été très difficile. Définir les orientations de réécriture, ça a été aussi assez difficile. Quand on a plusieurs personnes autour de la table issues de milieux différents, avec des visions différentes, des préoccupations différentes, évidemment que ça amène des discussions corsées parfois. Donc, le jour où on a mis une table des orientations en place, puis qu'on a assis tout le monde autour de la table justement pour discuter quand il y avait des problématiques, ça a vraiment aidé beaucoup. Ça nous a permis de concerter notre vision, puis vraiment d'avancer ensemble. Donc ça a été une grande difficulté qui s'est finalement soldée par une belle réussite. Puis, dans les difficultés, là, en toute transparence, là, je dirais que c'est la gestion des émotions. Autant, je le dis, autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue d'équipe, là, je pense que ça a été un enjeu pour plusieurs, mais on ne se doute pas que réécrire une lettre, ça peut générer autant d'émotions. On a tous notre bagage puis notre vision des choses. On pense tous qu'on a la meilleure façon de dire les choses, mais quand on confronte ces idées-là avec celles des autres, ça donne lieu parfois à des échanges qui sont très émotifs, justement. Puis, justement, avec le découragement, la pression, puis tout ça, honnêtement, il y en a eu des larmes. Ça a été difficile, mais on se relevait toujours. On a réussi à contourner tous les obstacles qui se sont mis sur notre chemin, puis Dieu sait qu'il y en a eu. Donc, ça a été une difficulté, mais au final, j'en retiens que ça a été vraiment une expérience immensément enrichissante sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, là. Donc, facteur de réussite, je pense que c'est vraiment de s'entourer de gens qui sont mobilisés puis qui ont une sincère volonté de bien servir les clients parce que, honnêtement, on ne s'embarque pas dans un tour de montagne russe comme ça si c'est pas si on n'est pas animé de ce désir-là vraiment de mener un tel projet à terme puis de livrer un produit de qualité aux clients, là. Donc, ça prend une grande écoute, un esprit de collaboration, puis ça prend un bon chef d'orchestre, je dirais, un chargé de projet vraiment compétent comme on en a eu. Ça nous a sauvés à beaucoup de reprises. Donc, voilà. Merci. Donc, ce que j'en comprends, Christelle, c'est qu'avec ce que tu viens de dire, ce sont les conseils en quelque sorte. Autant c'est ça qui a permis la réussite et en tout cas de mener à bien un tel projet dans les difficultés que ça représentait, mais c'est aussi le conseil que tu donnes à l'ensemble des gens qui devraient le faire, c'est soyez motivés, veuillez vraiment le bien du citoyen à qui vous vous adressez, acceptez aussi en toute humilité des discussions qui vont faire en sorte que vous n'avez pas forcément la raison avec le grand R, etc. Donc, oui. C'est une humilité, esprit de collaboration et peut-être ajouter que le mode de gestion que vous avez utilisé a certainement aidé. Oui, hein? oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Nous, on a fonctionné avec le mode agile. Donc, on avait, les équipiers s'engageaient sur une période de 10 jours à effectuer X nombre de tâches. Puis, à chaque jour, on avait une remontée là, pour vraiment identifier les bloquants et les régler le plus rapidement possible parce que vous vous doutez bien que dans un flux de travail où il y a 75 personnes impliquées, on n'a pas le temps d'attendre que les problèmes se règlent tout seuls. Il faut les régler rapidement. Donc, ça nous a vraiment, vraiment donné un coup de main. Puis, le mode agile a été très facilement transposable dans l'univers virtuel auquel on a été confronté avec la pandémie, là. Donc, au jour 1, on a été capable de continuer nos travaux comme si de rien n'était, là. Puis, un petit dernier conseil que je me permettrais, on n'a pas eu cette chance-là parce qu'on était pas mal les précurseurs dans un projet d'une telle ampleur, là, mais il ne faut pas gêner, je pense, d'aller voir ce que les autres font, s'inspirer des bons coups comme des mauvais, là. Nous, on en a plein de mauvais à partager là, pour pas que les gens répètent ces erreurs-là. Fait que venez nous voir, ça va nous faire plaisir de partager ça avec vous. Mais vraiment, il faut s'inspirer les uns des autres, là.
Merci infiniment, Christelle, et j'ai été témoin parce que effectivement, la CNSST a pu rencontrer les chargés de projet de la SAC avec qui on avait travaillé. Et vraiment, il y a eu déjà beaucoup d'échanges sur bons coups, difficultés, etc. Et je pense que de ce fait-là, ça a pu beaucoup aider. On va passer la parole à Pierre dans quelques secondes, mais je pense que ça a été un partage qui a été vraiment utile. Comme on a dit qu'on restait dans la même société, alors je me permets de passer la parole à Christine, mais on reviendra tantôt avec la CNSST. Christine. Oui, de notre côté, au niveau des réussites, c'est sûr que de faire un projet de bout en bout, sans arrêt, en 5 ans et dans les délais, juste en soi, c'est une réussite. Il faut dire qu'en 5 ans, on a réussi à garder presque la même équipe de rédacteurs, dont moi. J'ai écrit plus de 1000 lettres et je suis là depuis 2016. Et un des grandes réussites, je dirais, c'est de réussir une standardisation des plus de 1000 lettres en 5 ans. Ça fait 4 ans qu'on travaille, admettons, sur le projet et on se rappelle que dans les 10 premières lettres, on avait écrit ça de telle manière, on avait pris telle orientation. On est capable de s'en rappeler et grâce à ça, on a fait une standardisation monstre de nos lettres qui est une très grande réussite. On est content, c'est cohérent partout. On l'espère, là. On a peut-être échappé quelques-unes, mais c'est standard et c'est cohérent. Donc ça, c'est grâce à une équipe qui a été stable, il faut le dire. Aussi, une autre réussite, nous autres, ça a été l'implantation de l'utilisation du jeu. Nous, on ne dit plus nous vous faisons part de telle décision. On utilise le jeu maintenant. Donc, pour un agent d'indemnisation, c'était beaucoup plus impliquant. On avait beaucoup de gestion de changement à faire à ce niveau-là et ça a été excessivement difficile au début. On a eu beaucoup de critiques, il a fallu expliquer à multiples reprises, donner des exemples. Ça a été monstrueux, là, je vous dirais, mais ça donne quelque chose de merveilleux. Donc, oui, c'est dur, mais oui, ça vaut la peine. C'est un gros changement, mais pour créer une relation avec le client, ça vaut la peine. Nous, on a utilisé... Christelle disait le mode agile. Nous, chez nous, dans notre direction, on fait beaucoup de lean. On utilise beaucoup la philosophie lean. Donc, on est allé chercher, on a utilisé un mode participatif qui s'inspire du lean, évidemment. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt qu'il y avait eu autant de personnes qui avaient été impliquées, que ce soit des experts de contenu qui travaillent sur le terrain ou des avocats. On a pris tout le monde, on a impliqué tout le monde, les validations se faisaient en groupe, les ateliers se faisaient en groupe, on était toujours en groupe pour faire des discussions et pas de façon individuelle, on était toujours en groupe. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers. Je pense que c'est un mode de travail qui est gagnant dans un gros projet comme ça. Ça nous a aussi permis de nous structurer, de nous aider pour la gestion du changement tout au long. Au niveau des conseils, je vous dirais, ça prend des gens qui ont une passion pour le français, une passion pour l'expérience client, comme Christelle le disait, qui sont persévérants et qui n'ont pas peur de la critique. Combien de fois on s'est fait dire « j'aimais mieux la lettre d'avant ». J'aimais mieux comment c'était écrit avant. C'est difficile d'entendre ça. Donc, il faut être prêt à ça. À force, on s'y fait, il faut le dire. Mais au début, c'est difficile. Et je dirais de s'entourer vraiment d'une très bonne équipe parce que moi, j'ai été très chanceuse. L'équipe était hors pair. Pour ce qui est des conseils, c'est à peu près ça. Christine, j'ai peut-être une question oui. pour faire du pouce sur ce que vous venez de dire. Vous disiez, une des réussites, c'est d'être passé au jeu. Il y a 3 étapes. Pour moi, il y a le « il ». La SAC dit telle et telle chose au « il ». Après ça, il y a le « nous ». On est déjà plus dans le relationnel. Puis le jeu, alors évidemment, c'est le compte du bonheur. Mais dans bien des cas, les sociétés ou les organismes ne peuvent pas dire « je » parce qu'il n'y a pas de signature d'un individu, étant donné que c'est des boîtes de triage qui font en sorte qu'on ne sait pas qui va finalement répondre aux citoyens. Donc, dans votre cas, quand vous dites on a réussi à implanter le jeu, c'est que vous êtes avec les accidentés de la route. Est-ce que vous avez des agents d'indemnisation qui sont donc attitrés à un dossier et de ce fait-là, il peut signer son propre nom et à la limite, on peut même avoir les coordonnées ou un numéro de téléphone. OK.
En fait, il y a quelques lettres qui ont été à l'exception écrites au nous parce qu'il n'y a pas de signataire attitré. Dans 98-99% des lettres, c'est l'agent d'indemnisation qui vient signer son nom et que l'agent d'indemnisation, il y a une clientèle à lui. Il y a des dossiers, c'est son client, c'est ses clients à lui. Il crée cette relation-là. C'est ça la différence entre ma clientèle et la clientèle de Christelle, elle est là. La clientèle de Christelle, c'était pas possible de faire ça. Nous, on veut créer une relation avec ces gens-là parce qu'ils doivent nous faire confiance et faire confiance parfois à l'État, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui l'ont facilement, mais d'autres que c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on voulait aller vers là, mais on savait que ce serait très difficile. On l'a fait, on l'a réussi. Il y a eu des embûches par rapport à ça, mais on est fiers aujourd'hui. On espère que ça va rester. Donc, non, je dirais, faites-le le projet, mais ayez une bonne structure en partant qui implique tous les niveaux. Et c'est ça. Si je peux peut-être parler un peu de la rédaction. Oui, un conseil qui est très important et qui nous a sauvés, nous autres, je vais terminer là-dessus. Définissez dès le départ des principes de rédaction, des orientations d'écriture. Et c'est ce qui va vous sauver parce que le nombre de fois que les gens n'étaient pas d'accord dans les validations, dans les groupes d'échange qu'on avait, et que nous, on s'est dit quelle décision on prend, on essaie d'avoir consensus, mais finalement, le mandat, c'est quoi? Les objectifs, c'est quoi? Les principes, les orientations d'écriture, c'est quoi? Et c'est ce qui nous a permis de garder la ligne, d'être cohérent et standard, mais de garder la ligne aussi, puis de ramener les gens, puis de leur dire, écoutez, les principes de rédaction disent ça, on doit s'accrocher à ça. Et finalement, on finissait par avoir consensus grâce à ça. Donc, il faut bien définir ça dès le départ. On ne se lance pas là-dedans sans avoir défini ça en ne sachant pas comment on va écrire. C'est majeur. Et ça, je pense que Christelle pourra redire un mot tout à l'heure là-dessus, mais du côté de Christelle qui ne pouvait pas arriver au jeu, il reste que tout ce que Christine a dit existait aussi. Donc, un projet pilote, des orientations, un apprend dans lequel toutes les orientations étaient entendues, des principes d'écriture très précis, et puis un cahier de décision gardé à chaque décision prise en atelier pour s'assurer normalisation puis d'une cohérence d'ensemble avec même des paragraphes types et une base de données de paragraphes types qui permettaient aux différents rédacteurs de différents secteurs qui ne travaillent pas forcément ensemble de pouvoir s'assurer d'une cohérence d'ensemble. Mais même nous, à chaque fois qu'on faisait un changement, qu'on prenait des décisions d'écriture dans des lettres, on a des fichiers Excel complets qui expliquent tout pourquoi qu'on a fait ça. Parce qu'on savait qu'on se ferait reposer des questions. Et justement, un matin, on en avait. Donc, c'est important de garder des traces aussi de ça. Oui, et ça, je trouve très important parce que quelqu'un qui se lancerait dans un projet comme ça doit savoir que 2 ans plus tard, on ne sait plus pourquoi on a décidé de mettre un verbe plutôt qu'un autre ou on a interverti l'ordre de la phrase. Et c'est hyper important de savoir pourquoi, parce que ce n'est pas des décisions qui sont prises par goût stylistique. Il y a toujours une gestion de contrainte qui fait en sorte qu'on en arrive à une décision et on est peut-être à la 10e ou la 12e version de la lettre. Donc, quand on est rendu là, il ne faudrait pas que quelqu'un qui débarque 2 ans plus tard nous dise « Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. » Oui, mais nous, c'est la somme des discussions qu'il y a eu auparavant. Et là, on ne peut plus reculer parce que là, on sait que ça a été… Mais donc, il faut documenter tout le travail. Exact. On ne peut pas le faire autrement. Je vous remercie infiniment. Il faut qu'on cède la parole au suivant. Donc, je vais laisser Yolène et Pierre continuer pour la CNESST. Bon, dans les grandes réussites, je ne ferai pas exception des collègues de la SAC. Évidemment, c'était de livrer un projet dans les délais et dans le budget aussi qui nous avait été alloué. Et ça, il faut rappeler qu'on était aussi dans le cadre de la pandémie. Fait que ça, c'est un élément additionnel. C'est un défi, là, mais ça fait partie aussi de la réussite. Donc, aussi de rallier les équipes à une vision commune. Ça, c'était important pour nous. Et je dirais, dans les réussites, c'est d'avoir mis en place une version 1 au niveau d'un site qu'on veut évolutif et qui va nous permettre d'avoir des améliorations. C'est un site aussi où on consulte de façon très, très, très présente. Les gens peuvent nous donner l'information s'ils ont trouvé. Il y a un questionnaire qui est là de façon continuelle dans les pages. On est actuellement justement à refaire le sondage par rapport à 2018. Fait que nous, on veut continuer d'évaluer, en plus de tout ce qu'on a fait comme test d'utilisateur. Pour nous, c'est important là, de conserver ce regard-là vers la clientèle aussi.
Je dirais dans les difficultés, il y avait la quantité importante de contenu. Il y avait, comme je disais aussi plus tôt, le fait qu'on avait trois organisations avec une culture différente, avec des contenus, des terminologies différentes, etc. Donc, qui était un des défis à relever aussi. D'amener aussi l'organisation vers un virage vers la clientèle aussi. Ça, c'est un défi en soi. Je pense que toutes les organisations le vivent aussi, on n'est pas les seuls. Et évidemment, de maintenir la motivation. Encore, nous, c'était sur 2 ans, j'imagine les projets sur 5 ans. Sur des longues périodes, c'est de maintenir aussi cette motivation-là. Je dirais par la suite aussi, vu qu'on parlait des méthodologies qu'on a utilisées, évidemment, Agile a été là, mais on a aussi, nous, tout un processus au niveau rédactionnel. Ça, c'est important. Je vais le passer rapidement, mais ça, c'était au cœur de toute la réussite. C'est un processus qui était sur 8 semaines, qui nous amenait jusqu'à la dernière validation des experts, mais il y avait toute la vulgarisation, il y avait les échanges en atelier, il y a eu plus d'une soixantaine d'ateliers exclusivement en rédaction là, qui ont été organisés. Donc, tout ce processus-là était important et devait aussi s'échelonner dans un calendrier si on voulait être en mesure de pouvoir livrer dans les délais. Donc, ça faisait partie, évidemment, là, des éléments importants à souligner. Évidemment, l'organisation d'avoir une équipe mobilisée, on le disait tout à l'heure, moi j'ai eu la chance d'avoir une équipe dédiée. Ça, c'était notre condition essentielle, notre condition gagnante. En particulier, il y avait cette équipe-là, là, parce que sinon, on ne serait pas arrivé à travers le quotidien. On ne peut pas continuer à faire des communications. Puis faire une reforme de communication, c'est inhumain, je dirais, pour les gens là, qui y œuvrent. Puis en même temps, ils ne peuvent pas offrir la qualité au niveau de l'accompagnement. Ils ne peuvent pas offrir non plus la qualité de faire un suivi régulier, etc., sur les projets, de faire avancer le projet comme tel. Les principes de rédaction, nous aussi, ont été établis au départ, je vous dirais. On a un cadre de gestion aussi qui, par la suite, a été approuvé par les membres du comité directeur. Il y a un comité éditorial aussi qui est mis en place. Il y a toutes sortes de méthodes pour assurer une assurance qualité, faire un suivi, continuer à faire vivre aussi un projet au sein de l'organisation. Pour nous, ça, c'était aussi très important. Et donc, et de maintenir, je dirais, dans les conseils, il y en aurait plusieurs, comme je disais tout à l'heure, l'équipe dédiée, ça c'est très important, d'avoir aussi, de se donner une vision, des principes directeurs, oui, des principes de rédaction, mais aussi encadrer tout ça pour faire partager. Et de faire partager ça avec une structure décisionnelle aussi. Comme je l'ai mentionné plus tôt aussi, nous, on avait un comité directeur, ça c'est important, toutes les difficultés étaient ramenées à ce comité-là pour qu'il y ait des décisions et qu'on puisse par la suite se rendre au comité directeur de la CNSST, là, au niveau des dirigeants de la CNSST. Évidemment, on a eu beaucoup de représentations, on est allé à tous les comités du CA, présenter l'avancement du projet, ça c'est important, on a fait des stratégies de communication, des stratégies de gestion de changement. On s'est fait accompagner dans tous ces secteurs-là aussi. Et on garde aussi toujours un œil ouvert là, sur les comportements de nos clientèles et de leurs besoins. Et ça va nous permettre de pouvoir faire vivre ce projet-là. Pour nous, c'est essentiel là, dans la suite des choses. Et j'en profiterai peut-être juste pour vous mentionner que notre projet est finaliste au prix Zénith des communications du gouvernement du Québec. J'en profite pour le souligner parce que l'équipe a été vraiment dédiée. On a eu une excellente équipe, exceptionnelle et des gens qui sont grandement mobilisés. On été vraiment très, très bien appuyés. Je pense que l'organisation était très gagnante avec eux. Bon, merci beaucoup. Merci. Pierre. Oui, tout à fait. Merci, Isabelle. Moi, je vous dirais des éléments gagnants qu'on a mis en place. D'abord, merci pour la collaboration qu'on a eue à la SAC. Je pense que d'avoir pu partager l'expérience est extrêmement productif pour nous. Ça nous a permis de mettre en place notre stratégie de projet pilote après ma barre. Il nous a permis de faire les apprentissages organisationnels qu'on devait faire avant de se lancer dans l'aventure. Aventure dans laquelle, ça, je veux le rappeler, on est toujours en pleine refonte de nos communications écrites. On est en train de revoir la rédaction. On est dans le projet. Mais je vous dirais, un de nos premiers gains, ça a été de faire un projet pilote qui nous a permis déjà de mobiliser l'ensemble d'organisations autour de nos cibles de réécriture. De convenir à travers ce projet pilote-là des guides de rédaction, des guides de l'approche de rédaction qu'on allait emprunter, ça aussi, c'était gagnant.
Puis je vous dirais également, dans les éléments qui ont été particulièrement gagnants, c'est de remettre le client, de retourner voir le client avec nos communications pour avoir un écho puis un retour direct des améliorations qu'on apportait. Ça, c'est puissant aussi. On parlait de l'enjeu de convaincre, de mobiliser les acteurs de l'organisation pour faire autrement. Quand on met la voix du client au cœur de ce qu'on veut faire, c'est excessivement gagnant. Puis il faut garder la fenêtre ouverte pendant qu'on fait le travail. Nous, les défis à lesquels on fait face, parce qu'on est toujours dedans, c'est vraiment, je vous dirais, la capacité organisationnelle. Et c'est là que le rôle d'un chargé de projet dédié qu'on met à la tête du projet est fondamental pour assurer une planification rigoureuse des travaux pour qu'on puisse trouver des voies de passage. Parce que, comme d'aucuns l'ont dit, la vie continue dans l'organisation. Ce n'est pas parce qu'on revoit les communications écrites qu'il y a un temps d'arrêt et qu'on met ça sur pause. Au contraire. Donc, il faut être capable de mobiliser les différents acteurs, des acteurs qui étaient peut-être déjà impliqués dans la rédaction des anciennes lettres et qui sont interpellés, comme on le dit, presque émotionnellement, des fois quand on remet en cause la nature, la façon dont les choses avaient été faites. Alors ça, c'est un élément important, cette capacité organisationnelle-là de concilier la continuité avec un projet d'envergure, de réécriture et dans une optique de meilleure communication. Très important aussi, la préparation des travaux en amont. Bien qu'il y ait eu un site pilote qui a mobilisé tout le monde, chaque fois qu'on commence des travaux de réécriture avec une ligne d'affaires, c'est fondamental de prendre le temps qu'il faut avec les gestionnaires, avec les rédacteurs, avec les pilotes de système pour venir à nouveau réaffirmer le projet, s'entendre sur les cibles, s'entendre sur les objectifs, démythifier un petit peu la démarche, développer une vision commune. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps pour vraiment mobiliser les acteurs autour de chaque chantier de réécriture. Donc, une bonne préparation des travaux, encore là, d'avoir un porteur organisationnel qui est ambassadeur du projet, c'est vraiment gagnant. Moi, j'ai la chance de pouvoir compter sur une collaboratrice d'exception qui fait ce travail-là. Et l'autre aspect important, puis tout le monde en a parlé, c'est une bonne analyse des systèmes en place. Parce que, veut pas, la refonte des lettres s'inscrit dans des systèmes de mission qui s'appuient sur eux-mêmes sur des technologies. Alors, bien circonscrire les limites qu'on va avoir, les contraintes avec lesquelles on va avoir à composer, ça implique en partant qu'on mobilise les collègues des technologies d'information pour qu'ils soient partie prenante de ce qu'on va faire, pour pas qu'on arrive à mettre des lettres en production et qu'on se heurte justement à des obstacles qu'on aurait pu anticiper autrement. Fait que je vous dirais, c'est mes grands conseils pour ceux qui voudraient s'embarquer dans un projet de réécriture corporatif. Merci beaucoup, Pierre. Alors, Simon... En fait, je vais clore avec un constat qui me paraît évident, c'est qu'on soit un organisme ou un ministère, les enjeux restent les mêmes dans de tels projets, parce que je me rallie avec mes collègues, là, nous principalement, mais une chose que je tiens aussi à apprécier, avec les grandes difficultés viennent les grandes fiertés, les grandes réalisations. Mais donc, nous, on a rencontré un peu les mêmes, c'est-à-dire les enjeux de vision, hein, de rassembler les gens tout autour d'une même vision et aussi de temps. En ce qui concerne la vision, si j'avais justement, nous, les solutions et des recommandations, puis je veux dire, mes collègues se reconnaîtront, je vais éviter la redite, mais pour rassembler les gens autour d'une même vision, je crois que des ateliers où tous les acteurs sont présents sur une base régulière, c'est à mon avis primordial. On parlait du chef d'orchestre aussi qui s'assure de faire les liens. C'est de s'outiller pour se donner cette vision-là. Tout à l'heure, je parlais de nous, le recours à une firme externe, le groupe Rédigé, pour ne pas le nommer. Ça a été de contribuer à la rédaction de la création d'un lexique. Tout à l'heure, je pense que c'est Christine qui parlait de ça, l'importance de s'entendre sur la terminologie pour l'ensemble de nos projets. Aussi, je vous dirais, c'est pour nous aider dans cette vision, c'est de s'appuyer sur des données probantes avec des tests, beaucoup de tests d'utilisateurs en amont
pendant le projet, parce que bon, il y a des tests de compréhension, évidemment, mais aussi des tests, parce que quand on parle de rédaction, on parle de structure informationnelle, donc des tests sur la structure, l'arborescence de nos informations, de navigation. Est-ce que aussi voir la compréhension, est-ce qu'avec des tests de persona, est-ce que on prend des certaines tâches des utilisateurs, on leur demande quelque chose, puis on analyse comment ils naviguent dans notre information, est-ce qu'on atteint notre objectif? Donc, c'est ces données-là qui vont nous permettre ensuite, si on a des gens, parce que dans une équipe, on a tous un peu un agenda caché, l'informatique va avoir ses préoccupations, son contrainte, les communications vont avoir ses objectifs, mais pour allier tout le monde autour du même but commun, c'est d'arriver avec ces données-là pour dire, regardez, puis pour atteindre chacun de nos objectifs. Bon, ça vient appuyer un peu souvent la vision qu'on veut se donner. Et évidemment, le temps, on a discuté aussi l'importance d'un chef d'orchestre qui est le gardien du temps et d'une bonne planification, une planification détaillée qui vraiment détaille chacune des étapes, chacun des livrables, pour diviser l'ensemble. Un livrable peut on mange un éléphant une bouchée à la fois. Donc, voilà. Puis, sur le plan peut-être plus personnel, l'écoute puis le respect des expertises de chacun, je vous dirais, ça reste, à mon avis, la clé là, pour la collaboration, ce serait la collaboration de tout le monde. Merci beaucoup, Simon. Je pense que ça dit bien et on se rend compte qu'effectivement, c'est la même chose qu'on soit dans les organismes, les grands organismes ou dans les ministères. Il n'y a pas de secret, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation. Et puis après ça, du travail collaboratif. Il ne faut plus faire les choses à chacun son tour et il faut vraiment être autour d'une même table, mais s'être donné au départ des directives, des orientations et puis évidemment des équipes dédiées, des bons chefs d'orchestre, des bons chargés de projet. Ça, je pense que c'est très important. On va passer à la période de questions, si vous voulez bien, et je vois qu'on a des questions très intéressantes parce qu'elles sont justement autour de... par exemple, je lance une question de Rachel Gagnon qui dit bon, à la SAC, vous êtes passé au jeu. Est-ce qu'il est survenu des problèmes d'agression verbale ou d'abus de relation avec les agents de communication? Exemple, là, quelqu'un qui rappelle toujours la même personne, accapare trop de son temps pour des sujets non reliés ou deviennent avec des propos trop intimes avec eux, donc souvent contre le gré de l'agent. Ou qui blâme la personne pour les problématiques qu'il affronte, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu se produire? Donc ça serait davantage Christine avec le jeu. Non, d'emblée, je dirais non. C'est sûr qu'à la base, quand tu as une clientèle, que tu as une relation avec cette clientèle-là, il y a toujours des gens qui débordent, il y a toujours ça, il y en aura toujours, il y en avait avant, il va en avoir encore, mais on n'a pas vu une augmentation de ce genre de phénomène-là avec le jeu. On n'a pas abusé avec le jeu, il faut faire attention aussi. On a retiré vraiment le nous partout, mais on n'a pas mis des jeux partout. On a fait attention à cette utilisation-là. Quand on met fin, mettons, à une indemnité ou on refuse une indemnité, on ne va pas venir dire « je refuse telle indemnité ». On va plutôt dire « vous n'avez pas droit à cette indemnité ». Je donne un exemple. Il faut faire attention, le jeu, on va l'utiliser beaucoup plus quand on informe le client, quand on lui demande de nous appeler, ce genre de choses-là. Ou quand c'est une bonne nouvelle, évidemment. Mais quand on est dans le refus, quand on fait attention, là, on a cette sensibilité-là, c'est très important parce que oui, on pourrait déraper. On pourrait vivre des phénomènes comme ça. Je fais du pouce là-dessus. Plusieurs personnes nous disent, alors c'est quoi vos principes de rédaction? Donnez-nous des exemples de quelques-uns de vos principes de rédaction. Je peux peut-être continuer là-dessus parce que je les ai juste devant moi. Là. Vite, nous, à la SAC, les 2 grands principes dans lesquels il y avait 4 principes, c'était mettre le client au centre de la communication. Là-dedans, on avait personnalisé la communication, établir une relation de confiance, d'où le jeu, communiquer en fonction du parcours client. On se demande qu'est-ce que le client a reçu avant, les appels qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'en vient après. Expliquer clairement le contexte administratif. Ensuite, on passe à développer une communication efficace et là, on tombe vraiment plus là, dans optimiser la présentation visuelle, utiliser les mots appropriés, construire des phrases simples et claires et organiser efficacement les idées, ce qui est très important. Et là-dedans, là, ça se détaille. Là. Évidemment, on va avoir des paragraphes de 3 à 5 lignes, de 15 à 20 mots par phrase, une idée par phrase, les points de forme, on priorise, ce genre de choses-là. Dans ce volet-là, c'est ça qu'on a.
Donc, on avait 2 volets de principes de rédaction. Nous, on avait aussi les orientations d'écriture qu'on a déterminées en atelier, mais au niveau des principes, c'est plus ça. C'est à peu près la même chose pour Christelle. De son côté, c'est sûr qu'il n'y a pas le jeu, là. C'est ça, Christelle, est-ce que tu veux rajouter juste un petit mot ou ça correspond à peu près les 2 grandes orientations, les principes qui sous-tendent? Là, on mettait des mots comme intelligibilité, lisibilité dans la partie davantage rédactionnelle, mais tout l'aspect communication relationnelle revenait à ce que dit Christine. C'est bien ça? Exactement. La seule différence, c'est vraiment le jeu du côté de Christine et le nous du côté de notre vice-présidence. On n'avait pas le choix. Nous, les lettres ne sont pas signées par des agents. Donc, comme tu le disais tantôt, Isabelle, on passait du il, la SAC à maintenant le nous. Donc, c'est pas le bonheur du jeu, mais c'est une belle amélioration quand même. Absolument. Et on peut peut-être poursuivre sur plusieurs personnes nous demandent comment vous y êtes arrivé à définir, parce que là, c'est les principes, vous avez nommé les orientations, les principes qui en découlent et les indicateurs qui découlent des principes, mais qu'est-ce qui vous a amené à ces orientations et à ces principes-là? C'est une veille. En fait, le guide des principes de rédaction, il a été créé chez nous en premier, dans notre vice-présidence, et c'est devenu, avec la collaboration de plein de personnes, un guide pour toute la société au complet. Puis on est venu ajouter nos touches dedans pour chaque vice-présidence, mais c'est une veille qui a été faite un peu partout sur les bonnes pratiques en écriture. C'est ça qu'on a fait, c'est de là qu'on est parti. On a fait une recherche et on a ramassé ce qui nous plaisait le plus. Qui nous plaisait, ce qui représentait plus ce qu'on voulait avec notre mission et tout. Donc, c'est simplement comme ça. Pas plus compliqué que ça. C'est sûr qu'on a eu la collaboration de la direction des communications qui ont des spécialistes aussi qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, on avait fait un ébauche. On disait, nous, on voudrait à peu près ça, après avoir fait une veille, évidemment, un peu partout. Et la direction des communications est venue nous aider. Et là, toutes les vice-présidences sont venues mettre leur couleur dans le guide. Donc, oui, juste une réaction par rapport à ça et qui fait écho à tout le monde, c'est que cette veille, elle est dans une temporalité. Oui. C'est-à-dire que ça ne peut pas être du jour au lendemain et que la temporalité est absolument nécessaire pour que ça se construise. Quand vous voulez dire temporalité, vous voulez dire qu'aujourd'hui, quand on a fait notre veille, ben nous, c'est sûr quand on a fait notre veille, on n'a pas regardé comme 10 ans en arrière qu'est-ce qui se faisait. C'est sûr qu'on a fait attention à ça. On a dit aujourd'hui, c'est quoi qui se fait dans d'autres organismes, dans le privé. On regardait au niveau des universités, on a regardé partout, là. Et c'est sûr que comme le jeu, c'est quelque chose que nous, on était un peu précurseurs là-dedans, puis on n'a pas trouvé ça ailleurs, là. Nous, on a décidé qu'on y allait, on a plongé. Étant donné notre clientèle, étant donné qu'on pouvait signer avec une personne. Mais oui, on a fait attention vraiment à regarder ce qui se faisait actuellement. C'est sûr que je ne vous cacherai pas que dans 5 ans, 10 ans, on sera peut-être ailleurs, là. On va peut-être entendre d'autres personnes parce que ce que je peux dire aussi, c'est qu'en dehors d'une analyse de veille sur ce qui se fait comme bonne pratique ou les manuels existants qui répètent souvent les uns et les autres les mêmes principes, il y a quand même beaucoup de travail qui s'est fait en test utilisateur auprès des plaintes, par exemple du service des plaintes. Je sais que du côté de la SAC, Christelle, toutes les plaintes qui avaient été faites et qui touchaient à des questions de compréhension, d'accompagnement, etc., avaient été reprises. Les agents d'information qui étaient au service en première ligne ont été des gens qui ont été donc, du service à la clientèle, ont tous été rencontrés pour savoir quelles étaient les questions les plus fréquemment posées. Donc, je vous laisse aller là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de choses de tests utilisateurs et Pierre aussi, avec le pilote, ça a permis de retravailler les orientations. Donc, je vous laisse faire du pouce là-dessus parce que ça intéresse beaucoup les gens, ça. Ben nous, c'était vraiment d'utiliser notre pilote à travers le pilote. Puis les tests, on avait 3 objectifs spécifiques qui étaient importants dans nos tests utilisateurs. Tester ou comprendre, tester la compréhension, tester l'utilisabilité, puis tester la satisfaction du client par rapport aux lettres révisées. Donc, nous, notre projet pilote, les premières réécritures,
nous ont vraiment permis de venir asseoir nos principes de rédaction puis nos cadres de référence à cet effet-là, tout en mobilisant les gens autour de nos grandes cibles, des grands objectifs. Alors, tu sais, il y a eu comme tu dis, Isabelle, les tests par rapport à nos lettres écrites ont vraiment été une école importante pour venir alimenter la démarche, au-delà justement d'une veille, d'une intégration des meilleures pratiques documentées. Il y a eu vraiment un retour vers le client qui est venu alimenter puis consolider, je dirais, nos assises puis nos orientations. On va le voir aussi dans tout le colloque parce qu'on va terminer le colloque avec l'outil diagnostic SATO-calibrage dont on a revu l'interface. Donc, François Daou, le fondateur de SATO, va venir parler de son application qui serait une application offerte à l'ensemble de la fonction publique et du monde entier, si vous voulez bien. Mais peut-être pour dire aussi, c'est que chaque fois qu'on a préparer en fait des orientations, en tout cas quand nous, le groupe Rédigé, on travaillait avec les différents ministères et organismes, on a toujours fait des analyses triples et qu'on croisait. Donc, on avait toujours au moins une 50aine de lettres, un corpus de lettres existantes qu'on analysait avec des experts en mode interjuge. On faisait aussi une analyse de la lisibilité de surface avec des logiciels d'analyse automatique. On faisait des tests utilisateurs, pas avec des firmes ou pas de firmes, on a été accompagné aussi de firmes qui font du qualitatif, comme Autrement dit, par exemple. Et avec l'ensemble de ce qu'on récupérait comme information lors de ces analyses-là, on croisait les analyses, ça donnait des recommandations. 20, 30, 50. Et à partir de ces recommandations-là, on faisait des regroupements qui nous permettaient de dire, bon, ben voilà les orientations qu'on va choisir. Et les orientations sont règle générale, c'est vrai, mettre le citoyen au cœur. Et puis la deuxième, c'est rendre les choses claires. Et puis si c'est clair, ça veut dire que c'est lisible et intelligible. Et qu'est-ce que ça veut dire lisible et qu'est-ce que ça veut dire intelligible? Et du coup, ça se découpe en nombre de recommandations précises. Et c'est ça qui devient la charte que tout le monde va suivre, qui est après ça entériné, validé par l'ensemble des gens qui vont travailler, donc aussi bien les experts de contenu que les juristes, que les réviseurs linguistiques. On s'entend, on se chicane un peu parce que, évidemment, c'est que ce que vient de dire Christine tout à l'heure qui est très juste, c'est que souvent quand on est dans l'écriture claire et simple, on est un peu à l'avant-garde. Et parfois, on est même un peu à l'avant-garde des principes qui sont décrétés par des ouvrages de référence ou même l'OQLF au Québec, donc l'Office québécois de la langue française. Et il y a des fois où on bouscule un peu les mœurs parce qu'on veut changer, parce que le fait qu'on est plus dans le communicationnel, qu'on veut être dans la bienveillance, ben ça se traduit comment la bienveillance sur le plan textuel? Eh ben, ça va peut-être on va peut-être s'octroyer des licences par rapport à certaines règles plus rigides de la grammaire ou de la syntaxe, et de ce fait-là, susciter finalement des transformations qui vont finir par arriver dans l'usage et qui vont finir par se retrouver finalement dans les ouvrages. Mais tout ça pour dire que ces orientations-là ne sont pas qu'une répétition des ouvrages de langage clair et simple, mais sont vraiment le résultat d'analyse, de corpus, d'analyse, de lisibilité et de tests utilisateurs pour vraiment arriver à faire quelque chose qui ne soit pas toujours là. Sinon, on prendrait la même recette tout le monde puis on ne retravaillerait pas. Donc, c'est ce que disait Véronique, dans la temporalité, c'est vrai que ce qui est clair aujourd'hui ne sera peut-être pas tout à fait le clair de demain. Et il y a une question que j'aimerais rappeler ici, c'est qu'on nous demande justement qu'est-ce que vous faites pour rendre les lettres ou en tout cas les communications écrites accessibles à des gens qui ont des TDAH, à des gens qui sont faibles lecteurs, à des gens qui sont analphabètes? Donc, est-ce que vous utilisez des pictogrammes? Est-ce que vous utilisez des images? Est-ce que vous utilisez des vidéos? Donc, on veut peut-être terminer là-dessus. Et ça va être quoi un peu l'avenir en fait, des communications écrites entre l'État et le citoyen, quand on essaye d'aller de plus en plus vers tous les gens qui sont marginalisés par une méconnaissance de la langue française, en l'occurrence, ou par des difficultés cognitives ou une maladie ou quelque chose qui rend la lecture difficile. Et comme on l'a dit, c'est que
maintenant qu'on transite par le numérique, on n'a jamais dû autant lire qu'on lit maintenant, on n'a jamais dû écrire autant qu'on écrit maintenant, et ça pour toutes les petites choses de la vie quotidienne, que ce soit pour payer un stationnement ou pour faire quoi que ce soit, on doit lire une borne, on doit prendre un billet, et on est tous devenus très fragiles devant ces obligations-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en plus d'une écriture claire et simple pour essayer de rejoindre le maximum de gens? Là, on est dans le mot de la fin et là, on va vous laisser tous à tour de rôle terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir? Bien, de notre côté, à la société, c'est ressorti plusieurs fois là, dans les commentaires de la voix du client, justement, qu'il y avait un désir de livrer des communications qui sont beaucoup plus claires, l'aspect visuel, là, je veux dire. Donc, c'est ressorti à maintes reprises, puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Nous, on a, à la suite du projet, est née une direction qui est vraiment dédiée à l'évolution de la culture d'expérience client, et c'est dans les cartons, justement, de prendre en compte un peu plus les clientèles qui sont fragilisées, qui ont des difficultés de lecture ou je voyais du coin de l'œil dans les questions un bon exemple, les gens qui ont un TDAH ou autres difficultés du genre, eh bien, on veut développer des projets. On n'est pas encore rendu là, mais c'est vraiment une préoccupation de premier plan, là, de vraiment rendre ces communications-là plus accessibles aux gens qui ont des difficultés. Merci. Christine? Bien, de notre côté, c'est sûr qu'on le savait déjà avant de débuter le mandat parce que vous savez, notre clientèle, c'est une clientèle qui est vulnérable en partant. Tu as fait un accident d'auto, ben ça va pas bien. Donc, nous, c'est sûr que c'est plus dans nos orientations d'écriture. On ne pouvait pas aller dans des pictogrammes, des choses comme ça, même faire des points de forme, ce n'était pas toujours facile parce qu'on a un système chez nous très archaïque. Donc, on était très limité par ça. Mais on s'est dit, on va, dès le début de la lettre, indiquer notre message principal avec des phrases de 10 à 15 mots en partant. Parce que les gens, quand il y a plein de sujets dans une lettre, quand il y a trop de fioritures, quand c'est trop long, ils ne se rendent pas jusqu'à la fin puis ils oublient. Donc, on s'est dit, on va faire ça extrêmement simple, extrêmement court dans la mesure du possible et le message principal est toujours situé dans le premier paragraphe. Donc, puis c'est là, on y va avec des phrases très simples, très courtes, des mots vulgarisés, utilisés par l'agent d'Indem, mais utilisés aussi au quotidien par le client. On fait attention à ça parce qu'on a tendance à vouloir toujours mettre les mots de la loi. Il faut s'éloigner de ça le plus possible, mais on n'est pas rendu dans le pictogramme non plus. Ça, c'est peut-être juste une chose que j'aimerais demander, c'est que ça a été demandé, comment est-ce que vous avez pu dealer avec le monde juridique, avec les juristes, les avocats? Est-ce que vous avez réussi à faire en sorte qu'on s'écarte un tout petit peu du texte de loi et continuons le tour? Oui, mais difficilement. Pour nous autres, ça a demandé beaucoup de gestion de changement, beaucoup de discussions. Puis à la force, avec le temps, oui, ça l'a fini, mais je vous dirais, là, le projet est presque fini, mais je veux dire, c'est ça pour toujours, là. C'est pas parce que le projet est fini qu'il faudra continuer quand on va modifier des lettres, des choses comme ça, il faudra toujours avoir ça à l'intérieur de la tête. Et j'espère que ça va continuer pour longtemps. Yolène Morancy, peut-être un dernier mot? Oui, effectivement que le niveau de littératie peut être très différent là, avec les gens avec qui on travaille. Pour qui, d'ailleurs, on met de l'information en ligne, là, on va le faire ainsi. C'est sûr que nous aussi, pour nos principes de rédaction, on a travaillé très fortement avec beaucoup de tests auprès des utilisateurs. On est allé chercher les niveaux de compréhension de ces utilisateurs-là. On a travaillé, évidemment, comme je le disais, avec les agents du CRC parce que ça a été une... Puis ça, il faut que je souligne, c'est un travail perpétuel avec eux. Ils ont été au rendez-vous. Évidemment, pour nous, le site, c'est un petit peu aussi un agent. 24 heures, 7 jours sur 7. Hein, il remplace l'agent quand l'agent ne peut pas répondre aux questions. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a différents éléments. On est en communication, donc le design web nous aide aussi. Ça, c'est important, c'est un élément qui est important, outre au niveau de l'écrit. Puis il y a d'autres moyens qui peuvent venir en appui. Nous, on l'a utilisé beaucoup dans le cadre de la COVID, au niveau beaucoup du pictogramme.
parce qu'on devait, nous, produire des guides pour aider les milieux de travail à reprendre ou mettre en place les mesures nécessaires. Donc, au niveau des communications, on a quand même une panoplie pour voir aussi l'évolution, mais il en demeure pas moins que c'est le client au départ qui va nous aider. C'est d'amener l'organisation, par exemple, à aller vers ça. Ça, c'est un petit peu difficile, un petit peu comme Christine disait, des fois avec les affaires juridiques, ça peut être plus complexe. Quand tu repasses sur les documents, la vulgarisation n'est plus là. On remet une terminologie qui est très difficile à comprendre pour le client. Mais on a réussi quand même avec eux de faire approuver le principe de la simplification. On a ajouté dans les pages la mention légale au niveau des lois parce qu'on gère quand même plusieurs lois aussi, donc c'était important. Puis là-dessus, je dirais qu'on a eu cette collaboration-là. Mais c'est un travail de tous les jours. Là. Je vous dirais, on travaille actuellement sur des choses qui doivent sortir incessamment et dont les affaires juridiques ont besoin d'être mis à contribution. Et c'est un travail qui est perpétuel là, par rapport à ça, de ramener toujours un niveau de compréhension pour la clientèle. Un dernier mot de Pierre et de Simon. Ben, peut-être, moi, rapidement, dire, moi, j'ai une conviction, c'est nos travaux en matière de simplification, de communication vont devenir, il y a un enjeu de pérennité, mais je pense, moi, fondamentalement, que la mise en place d'une volonté organisationnelle de s'appuyer sur l'expérience client pour modifier les processus, faire évaluer les pratiques, c'est le meilleur facteur ou l'élément de changement de la culture organisationnelle qui va être le plus porteur pour s'assurer que les changements qu'on met en place puis les innovations qu'on amène en matière de rédaction, de communication vont être pérennes dans le temps. Moi, j'ai beaucoup confiance dans ce virage-là qu'on prend de vraiment positionner le client au cœur de notre stratégie de développement des affaires. Je pense que ça, c'est fondamental, tant au niveau des processus qu'au niveau de nos communications. On l'a vu, nous, beaucoup au niveau du développement de notre offre de services web, au niveau des services transactionnels, comment c'est porteur, justement, de mobiliser le client pour, justement, développer des services qui font du sens. Donc, je pense que ça passe beaucoup par là. Merci beaucoup. Le dernier mot à Simon et après ça, c'est Martin. Simon. Oui, bien, en fait, outre la vulgarisation, la simplicité des textes, si je reviens un peu plus dans le concret, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'accessibilité des textes? Je vous dirais, puis je reviens à la base, c'est vraiment de choisir une navigation et des thèmes qui répondent aux attentes de la clientèle pour qu'ils le trouvent rapidement. Quand je dis retrouver rapidement, on parle aussi d'adopter les meilleurs principes de référencement. Pour être capable de trouver l'information rapidement, simplement. Puis aussi, je vous dirais de choisir toujours la forme qui est la plus accessible. Hein. Il existe beaucoup justement, on parle d'accessibilité, donc les principes d'accessibilité, l'HTML versus, exemple, une documentation PDF. Bon, il y a des choses comme ça, en plus de l'écriture qui viennent aider l'accessibilité des textes. Merci, c'est vrai qu'on voyait qu'on parlait de lettres et tu nous ramènes vers le site web. C'est bien parce qu'effectivement, c'est d'autres principes d'écriture et de référencement et de navigation auxquels il faut absolument, dont il faut tenir compte absolument. Je te remercie beaucoup. Martin, un dernier petit mot pour… Ben, peut-être juste un mot pour dire à quel point on vous écoute et on constate la grande complexité puis l'envergure de chacun de vos projets. Et ça, c'est très, très, très impressionnant. Puis moi, je me faisais la réflexion en vous écoutant, ben, c'est comme si vous étiez des pionniers de ce virage citoyen-là. Vous avez amené cette notion-là très souvent pour la première fois dans votre organisation. On sent la fierté de vos accomplissements aussi. Ça témoigne d'une très grande motivation et surtout d'un grand sens du service public parce qu'au fond, c'est ça qui vous motive pour passer à travers des larmes et des discussions. Alors, moi, j'ai envie de vous dire bravo, vous avez raison d'être fiers. Et alors voilà, merci encore de vos témoignages. Très enrichissant. Et je conclus, moi, la table ronde en disant merci à vous de vous être préparés, d'être venus, d'avoir pris ce temps-là
et d'avoir eu l'honnêteté intellectuelle de dire les choses telles qu'elles étaient et de ne pas faire un exercice politique, mais d'avoir accepté de nous dire que ce n'était pas facile aussi. Ça fait partie des choses à apprendre et vous êtes d'une sincérité vraiment extrêmement touchante. Je peux dire aussi que j'ai collaboré avec vous tous et qu'on est sortis tous vivants. Ça veut dire qu'on a réussi à se tenir ensemble dès le départ et c'est pour ça que je vous en suis vraiment reconnaissante. Donc, merci infiniment pour le colloque, pour l'ensemble des personnes et comme je vous le disais, je vais faire une synthèse écrite et je vous la ferai parvenir pour qu'on puisse garder des traces à long terme. Merci, bonne journée à vous tous et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.